L'arrivée de la Game Boy, ça a été une grosse révolution parce que jusqu'à présent, le jeu vidéo, c'était sur la télé des parents, voilà, on était obligé de squatter le salon. Et là, tout à coup, on pouvait avoir son petit truc à soi et jouer dans le bus, dans le métro, dans son lit et surtout changer de cartouche. Parce qu'avant ça, on a eu les Game & Watch, des espèces de petits trucs, mais sur chaque petit Game & Watch, il y avait un seul jeu, on ne pouvait pas changer de jeu. Donc là, c'était la première console vraiment portable, on pouvait jouer partout et quand t'étais gamin, c'était vraiment un rêve de gosse. J'ai fait chier mon père pendant des semaines et des semaines pour l'avoir. Il est revenu un soir avec, je m'en souviendrai toujours. Cette bonne vieille Game Boy, qui n'était pas très belle, hein, qui était très anguleuse, très carrée. Bien sûr, Tetris, avec cette musique entêtante et lancinante. Tetris, c'est con, mais Tetris, voilà, ça vieillit pas à travers les âges, c'est toujours aussi rigolo à jouer. Et c'est vraiment le jeu, je crois que ça doit rester un des jeux les plus vendus dans le monde. Tetris est le jeu qui a lancé la Game Boy et qui a eu un impact incroyable, d'ailleurs pas seulement sur la Game Boy, mais sur le jeu vidéo en règle générale. Mario, c'est des heures de jeu devant Mario et avec un seul but, c'était essayer de finir Mario. Je me souviendrai toujours de Super Mario, quoi. Je passais des heures et des heures. Zelda, parce que j'étais un gros fan de Zelda sur Super Nintendo. C'était des donjons à explorer, des forêts, des trucs hallucinants. Donc c'est sûr que le premier Zelda sur Game Boy, c'est une révolution, quoi. Gargoyle's Quest, qui était un très très grand jeu de Capcom sur Game Boy. Ouais, je l'ai emmené partout, en vacances, tout le temps, comme tout le monde, quoi. Il y a eu Gargoyle Quest aussi, un jeu que j'affectionne particulièrement, un petit jeu d'aventure. À l'époque, j'avais 9 ans, je parlais pas très bien anglais. J'attendais le retour de mes parents, puisque dans le jeu d'aventure, tous les personnages s'exprimaient en anglais. Et du coup, pour des choses très simples, hein, les destinations North, Est, South, West, j'ai appris comme ça quelques bases. Donc c'était vraiment sympa. Batman, j'adorais ça, je passais des heures dessus. Le Bat-Boomerang qui était autour de Batman, mais juste aussi j'ai failli le jeter la Game Boy 150 fois, tellement j'en pouvais plus. À la fin, j'y arrive pas. En fait, si, à un moment donné, si, on y arrive. Simple, efficace, la console de tous les temps nomade, très honnêtement. Pour la petite anecdote, la Game Boy, quelqu'un me l'a volée quand j'étais plus petit. Minutes. Oh yes! Right! Introducing Lynx from Atari, the color video game you can get away with. Well, sometimes. La Lynx était techniquement plus évoluée et la Lynx était vraiment un super produit. Ouais. C'était en couleur, alors l'autre était pas en couleur, la Game Boy. Mais bon, on a toujours l'éternel problème, les jeux, quoi. Il n'y avait pas de jeu, voilà, il n'y avait pas de jeu révolutionnaire, il n'y avait pas de jeu qui donnait envie d'acheter une Lynx au prix où elle était en plus. Alors que Nintendo, ils ont toujours su faire les jeux, quoi. Mais quand ils les font pas, ils prennent un Tetris comme ils ont pris sur la Game Boy et ça cartonnait. Donc en fait, la Lynx, ça m'a amusé 2 secondes, mais en fait, ça se comparait pas. Et du coup, ils ont échoué, c'est dommage, c'était une belle console. Première console en couleur portable, c'est quand même quelque chose. La Mega Drive, la première console 16 bits, la console trop classe. Et ça a été un bouleversement et un choc pour tout le monde parce que la qualité graphique de la machine était dérisoire aujourd'hui, mais fantastique pour l'époque. Et vraiment, elle avait des jeux extrêmement sympas. Il fallait quelque chose à Sega pour se relancer face à Nintendo. Et évidemment, Nintendo, c'était Super Mario, donc Sega s'est dit, il nous faut un symbole comme Super Mario. Et ils ont lancé Sonic. Eh ben, t'es en colère? C'est moi, Maître Sega. Tu choisis Sonic? C'est parti. Sega avait enfin une mascotte à ce moment-là. C'était vraiment les grandes heures. C'est l'âge d'or. C'est l'âge d'or vraiment du jeu vidéo, les consoles 16 bits, quoi. Sega, c'est plus fort que toi. Avant Sonic, les jeux de plateforme, c'était assez pépère. Ça commençait d'abord, tu avais un écran, tu sautais d'un bout à l'autre de l'écran. Quand tu arrivais au bord, hop,
l'image s'arrêtait et hop, on affichait l'écran suivant et t'arrivais sur le côté. Donc déjà, ça, c'était un peu poussif. Mais bon, il fallait bien commencer par quelque chose. Après, on a eu un scrolling où l'écran, tu te baladais dans l'écran et l'écran défilait comme ça au fur et à mesure. Et déjà, c'était un gros progrès. Mais ça allait pas très vite. Et tout à coup, Sonic est arrivé et là, il traversait tous les niveaux en, je sais pas, 15 secondes à une vitesse hallucinante. Et quand je dis hallucinante, c'était pas 2 fois plus rapide que les scrollings habituels, c'était peut-être 5 ou 10 fois plus rapide. C'était un truc qu'on n'avait jamais vu. Donc voir Sonic cavaler, faire des loopings, c'était hallucinant tout en récupérant des anneaux. On n'avait jamais vu ça. C'est la marque de fabrique de Sonic, c'est la vitesse, quoi. Ça va trop vite? Mega Drive, c'est plus vite que toi. Moi, j'adorais. Franchement, c'était un exploit. Du reste, pour l'époque, on n'avait jamais vu un personnage de jeu aller aussi vite. Donc, c'était quand même assez flashant. Je vais faire une confession de ouf, mais en fait, j'ai jamais vraiment aimé le game design de Sonic. Parce que c'est un jeu de plateforme où tu dois récupérer des anneaux. Et en même temps, il faut que tu ailles super vite pour aller à la fin du niveau. Donc, c'est un peu contradictoire. C'est comme si tu faisais 2 règles que tu mets en opposition et tu te dis démerde-toi. Et donc j'ai toujours trouvé ça un peu bancal. Et puis l'histoire m'a donné raison. Et maintenant, une nouvelle ère commence. Il est temps d'enterrer les anciens. Oublions le passé. Ouais. Alors la Neo Geo, c'était la Rolls des consoles. C'était une console de riche, c'était vraiment le caviar de la console de jeu. Je m'étais tapé la Neo Geo en bon bourgeois de l'époque, tu vois. À chaque fois que je vois quelqu'un qui me dit j'avais une Neo Geo à l'époque, je dis gosse de riche, je le traite de gosse de riche parce que c'était vraiment, il y avait très peu de gens qui avaient la chance d'avoir ces consoles-là. On avait tous quasiment un pote qui l'avait. C'était une console ultra chère. Les jeux en tant que tels coûtaient dans les 1200 francs, c'est colossal. Ça fait quasiment 150 € pour un jeu. C'était une console qui prenait l'héritage des bornes d'arcade. C'était essentiellement des jeux de combat ou des jeux vraiment typés gameplay très rapide, avec des personnages énormes à l'écran. Et c'est vrai qu'elle avait des performances surréalistes par rapport à une Super Nintendo ou une Mega Drive. La machine était fabuleuse. En plus, elle avait un système incroyable de carte mémoire qui permettait de sauvegarder ses parties dessus et que l'on pouvait réutiliser sur les bornes d'arcade. La manette de la Neo Geo, manette mythique, c'était pas une toute petite manette qu'on tenait dans la main, c'était un gros pavé comme ça, avec un stick et des grosses touches. Il fallait la poser soit sur les genoux, soit sur une table. Et c'était l'arcade à la maison. À l'époque, c'était une grosse claque aussi. Et en plus, c'était des armoires normandes, les cartouches de la Neo Geo. C'était une table de ping-pong. Mais bon, c'était, franchement, vu le prix des jeux, c'était pas franchement raisonnable, quoi. Donc ça pouvait pas être une machine vraiment grand public. C'était vraiment très, très élitiste. Tu sais que t'es belle, toi, depuis que tu joues en couleur? Jouer en couleur m'a transformé, madame. Regardez-moi, je suis Astérix. La couleur, c'est plus fort que toi. Oh, la Game Gear, c'était un gag, non? La Game Gear était la grande concurrente à la Lynx, d'une part. Ouais, la Lynx ne marchait pas super bien. Il faut reconnaître que commercialement, c'était pas un réel succès. Donc Sega a voulu concurrencer la Game Boy. Et la Game Boy avait un énorme manque, c'était ça, il n'y avait pas de couleur. Donc Sega, toujours à la pointe de la technologie, a lancé la Game Gear. J'ai acheté la Game Gear parce que pour moi, à l'origine, ça devait être la Game Boy en mieux. C'est-à-dire la Game Boy couleur. Avec un écran rétroéclairé, c'est-à-dire qu'on pouvait jouer sous les draps pendant que papa et maman étaient couchés, on pouvait jouer à la maison sous les draps, donc ça c'était super. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise, même si on dit que forcément la Game Boy a mieux marché, quand j'allumais ma Game Gear, c'était en couleur, quoi. C'est une catastrophe. J'ai oublié ma Game Gear, la portable couleur de Sega. La Game Gear, l'autonomie, c'était 3 heures si on était vraiment chanceux. Donc du coup, c'était une console plus transportable que portable. Donc finalement, on la branchait sur une prise, et c'était plus une console portable, puisqu'il fallait se promener avec un fil ou alors une très grosse rallonge pour prendre le bus avec. Il n'y avait pas de jeu spécifique à la Game Gear.
c'était tous des jeux qu'on avait déjà sur Mega Drive ou sur Master System. Et du coup, tu n'avais pas de raison d'acheter une Game Gear pour jouer à Sonic alors que tu l'avais à la maison, à moins d'être richissime et de pouvoir mettre 6 piles dedans toutes les 2 heures. Voilà. Je pense que cette consommation excessive d'énergie de la part de la Game Gear a empêché son succès qu'elle aurait dû mériter. Avoir 50 kilos de piles dans son sac, c'était pas possible. Donc on a dû se rabattre sur la Game Boy si on voulait jouer longtemps à des jeux sympas, et tant pis pour la couleur. Et changer ma Game Gear en couleur contre du noir et blanc? Jamais. La Super Nintendo, bonheur, qu'est-ce que je me suis éclaté. Ça, c'était la grande époque Nintendo, c'est là où ils étaient les rois du pétrole. C'est la console qu'il fallait avoir. Si t'avais pas de Super Nintendo, mais laisse tomber, il n'y a plus aucune raison de vivre. À la Super Nintendo, j'ai tout fait pour l'acheter le jour de son lancement au Japon. La Super Nintendo, ça a été ma première console de salon, celle qui a vraiment permis de démocratiser un peu plus le jeu vidéo à la maison. Je me rappelle la première fois, je l'ai acheté avec mon argent de poche, elle coûtait 1290 francs, ce qui est beaucoup moins cher que les consoles actuelles. Hein. Pour moi, ça a été un peu le déclic de la nouvelle génération de consoles. J'étais resté sur l'Atari 2600 VCS, la ColecoVision, la Mattel Intellivision. Et là, tout à coup, on avait des graphismes beaucoup plus jolis, des vraies musiques. Il y avait un truc incroyable sur la Super Nintendo, ça s'appelait le mode 7. Et l'écran avançait comme ça, et donc ça donnait, à l'époque où il n'y avait pas de 3D encore dans les jeux vidéo, cette impression de profondeur et de vitesse. Je me souviens, il y avait des jeux vraiment assez marquants avec ça, quoi. Et effectivement, quand j'ai branché F0, ça a été une révolution parce que ce mode 7 était vraiment exceptionnel. C'était un jeu de course futuriste, ça allait super vite. Qui n'a été fait en fait que pour exploiter le mode 7 et pour faire la démonstration du mode 7. Sauf que F0 était tellement bien foutu que c'est devenu un jeu culte. Et puis un catalogue de jeux, une ludothèque, mais colossale. Hein. Il y a eu plus de 1000 jeux. Bam! Une sélection de jeux incroyable. Et au fil des mois, il y avait toujours des trucs de fou. Je sais pas si je sentais déjà qu'il y avait une créativité différente chez Nintendo. Mais en tout cas, la grande aventure, c'était Zelda, quoi. Je me disais, c'est d'une intelligence incroyable. Le scénario était d'une intelligence incroyable. Une énorme aventure, vraiment en 2 parties, complètement immersive. Pour moi, tout le long du truc, ça a quand même été un petit peu Zelda et Mario, je suis un peu comme ça. Mon jeu culte, qui pour moi est le meilleur jeu de l'histoire, c'est Super Mario World. Il est immense, il y a un nombre de niveaux incroyable, il y a des niveaux cachés à profusion. C'est un jeu mais monumental. Mario Kart, évidemment, c'était absolument immanquable et c'était un truc entre potes qui était fabuleux. Street Fighter, c'est des heures de jeu pour essayer d'être le meilleur à Street Fighter. Mais c'était l'âge d'or, quoi. C'était vraiment... Je me suis éclaté, quoi. C'est vraiment pour moi une extraordinaire console, la Super Nintendo. Oh là là, la révélation. La Super Nintendo, c'est la révélation.